Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Ce qui manque dans l'entreprise, qui n'est pas questionné, on parle beaucoup de bien-être, etc., mais on parle pas vraiment, pour moi, de l'enjeu principal qui est le lien. Quel est le lien humain qui relie les collaborateurs? Et ma conviction profonde, c'est que plus ce lien est fort, plus l'entreprise est forte, et qu'une manière de nourrir ce lien, c'est la convivialité. Bonjour, je suis Marc Joget, et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. J'ai eu l'occasion de m'installer dans beaucoup d'endroits différents avec mes invités pour ce podcast. Du bureau dans la Tour de la Défense au ministère de la Justice, de l'appartement parisien au studio d'enregistrement professionnel. Mais il y a un lieu où je ne m'étais jamais encore installé, c'est un bar. Et oui, aujourd'hui, on est au bar. Mais pas n'importe quel bar, le Social Bar. On y retrouve une plage thaïlandaise, un confessionnal, un dance floor, et même 2 scènes avec des instruments de musique mis à disposition. C'est un bar, un vrai, qui a même été élu meilleur bar de Paris 2 fois de suite par le magazine Time Out. Mais plus que ça, c'est un véritable laboratoire de convivialité. Et ça tombe bien, parce que c'est justement de convivialité dont on va parler avec Renaud Seligman, le fondateur de ce concept, pas comme les autres. Bonjour Renaud. Bonjour Marc. Merci de recevoir Chiche dans tes lieux. Depuis longtemps, moi je suis persuadé que les lieux ressemblent à ceux qui les habitent. Alors ce social bar que j'ai un peu décrit, en quoi est-ce qu'il te ressemble et en quoi est-ce qu'il parle de toi? Eh bien, je dirais peut-être que c'est un bar chaleureux, parfois un peu foutraque, où on s'autorise à faire plein de choses et où on essaie de retrouver son âme d'enfant. Voilà. Et moi, j'ai une âme d'enfant assez active. Et pour que nos éditeurs te connaissent aussi un petit peu mieux, je me permets de partager à ce moment-là, on démarre notre conversation, quelques moments de ton parcours. Alors, à la sortie de ton école de commerce, tu t'es vite rendu compte que la finance, c'était pas forcément ton truc. Et tu t'es dirigé vers l'économie sociale et solidaire, et en particulier vers la microfinance, je crois, pour laquelle tu as travaillé une 15aine d'années. Tu as aussi animé le mouvement des entrepreneurs sociaux qui s'appelle aujourd'hui le mouvement Impact France et qui compte près de 30 000 entreprises aujourd'hui. Et en organisant des événements pour permettre justement à tous ces gens et à ces membres de se rencontrer, tu t'es aperçu que c'était pas évident de se rencontrer et de parler à des inconnus. Et c'est là que tu as commencé à mettre au point des techniques pour briser la glace et qu'a germé l'agence du Social Bar, qui est aujourd'hui bien plus qu'un bar, puisque c'est aussi une agence événementielle, un laboratoire de recherche en sciences sociales et même une école pour apprendre son métier. C'est bien ça? Ouais, on a développé en 10 ans, et c'était pas du tout prévu comme ça. À la base, vraiment, c'était un bar où on imagine plein de choses pour que les gens se rencontrent, parce que c'est pas facile. Et 10 ans après, effectivement, on a créé une agence d'animation événementielle pour faire ce qui se passe au bar et ce qu'on fait au bar dans le milieu de l'entreprise, parce que il y a le même besoin dans le milieu de l'entreprise. Une école de formation à la création de liens sociaux, parce que justement, on pense que c'est une compétence et qu'elle est indispensable et que on peut l'enseigner, la transmettre. Et un laboratoire de recherche et développement, puisqu'on est jeune entreprise innovante et on est reconnu pour faire de l'innovation sociale. Et c'est intéressant parce qu'en général, les JEI, c'est beaucoup de l'innovation technologique. Et là, ils ont reconnu ce caractère d'innovation sociale. On voit que tu pars de convivialité, que ça déborde le moment du bar, ça va dans l'agence événementielle, ça va dans l'entreprise, ça va dans le métier. Et donc, et ce qui m'intéresse dans le cadre de ce podcast Chiche, c'est de découvrir, comme on le dit souvent chez Osiris, les nouvelles façons de contribuer au leadership dont le monde a besoin. Et aujourd'hui, avec toi, c'est justement de faire cette relation entre le leadership et la convivialité.
dans une époque où c'est largement documenté maintenant que l'engagement des collaborateurs est en berne, que la quête de sens est généralisée, la plupart des entreprises et des organisations, elles n'arrivent pas bien à créer les conditions où les gens ont vraiment envie d'être ensemble. C'est comme si la convivialité, justement, était le chaînon manquant. C'est comme ça que t'en es venu à travailler la convivialité et à la mettre dans l'entreprise aussi? Ouais, en fait, je suis parti vraiment du constat que la convivialité, c'est pas quelque chose qui se déclare. Il suffit pas de dire ce moment va être convivial, on va être une entreprise conviviale pour que ça le soit. On a commencé à le remarquer dans les événements où on met des gens on organise un team building, on organise un cocktail pour que les gens se mélangent. Et en fait, naturellement, les gens ne se mélangent pas parce que on a des barrières psychologiques, on a des barrières culturelles qui font que ça ne se fait pas. En fait, ce qui manque dans l'entreprise, qui n'est pas questionné, on parle beaucoup de bien-être, etc., mais on parle pas vraiment, pour moi, de l'enjeu principal qui est le lien. C'est quel est le lien humain qui relie les collaborateurs. Et ma conviction profonde, c'est que plus ce lien est fort, plus l'entreprise est forte, et encore plus aujourd'hui, et qu'une manière de nourrir ce lien, c'est la convivialité. Et du coup, comme on a cette expérience-là depuis maintenant 10 ans, je me suis dit, ça serait quand même bien qu'on la mette aussi au service de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait, du coup, à travers l'agence de la convivialité et l'école de la convivialité. D'où vient cette conviction chez toi? Ça part d'un déclic personnel. Comme je disais en introduction, tu as travaillé dans l'économie sociale et solidaire, dans des contextes où finalement l'utilité de ce que tu faisais était probablement assez évidente. Hein. Et pourtant, tu t'es retrouvé insatisfait. Qu'est-ce qui te manquait et qu'est-ce que ça dit de toi? C'est en travaillant pour le mouvement des entrepreneurs sociaux et en commençant à mettre en place les petits trucs que j'avais inventés, en voyant que ça avait un effet vraiment important, que les gens se parlaient beaucoup plus quand je mettais en place ce cadre-là et cette manière de faire, que je me suis dit qu'en fait c'était un savoir-faire qui était vraiment utile, quoi. Et l'idée que j'ai eue, c'est que partant du constat que les gens ne se parlaient plus dans les bars, je me suis dit tiens, on va faire un bar un peu laboratoire où on va tester plein de trucs, on verra ce qui marche, on verra ce qui marche pas. Mais l'idée, c'est comment on fait pour que des gens qui se connaissent pas se parlent et qu'il se passe quelque chose. Voilà, moi j'ai envie qu'il se passe quelque chose entre les gens. Et je crois que tu as trouvé un moyen justement de déclencher ça, de déclencher la conversation, d'apporter de la convivialité. Est-ce que tu peux le partager? Avec plaisir. C'est la première idée qui a lancé le Social Bar. D'ailleurs, c'est en ayant cette idée que je me suis dit, tiens, on peut créer un bar avec ce concept-là. Ça s'appelle le Social Day, ce à quoi tu fais référence. Et donc l'idée, c'est que quand tu arrives, on te propose de jouer le prix de ton verre au dé. 1 ou 2, tu vas gagner 1 euro. 5 ou 6, tu vas perdre 1 euro sur le prix de ta boisson. Mais la règle qui change tout, c'est que c'est un inconnu qui doit lancer le dé pour toi. Et comme le jeu, il est un peu amusant, très rapide, peu engageant, en fait, 80% des gens jouent au jeu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retourner vers quelqu'un. Il va y avoir un début de relation et qui va en fait avoir une espèce ça va faire comme un effet de déverrouillage psychologique. Il va se passer un truc dans le corps, une espèce de sensation de ok, on libère un peu un chakra, quoi, ça y est, on est dedans, on est dans le bon mood. Et c'est ça pour moi un activateur de convivialité. C'est vraiment un prétexte qu'on saisit et qui va permettre de changer la disposition d'esprit, l'état d'esprit. Pour aller rencontrer son voisin. Exactement. Et une fois qu'il a lancé le dé, j'imagine bien entendu que la conversation, elle s'arrête pas au prix de ma boisson, mais que là, ça y est, on a ouvert la porte et puis on enchaîne sur plein d'autres trucs. Oui, alors c'est souvent ce qui se passe, mais parfois il se passe pas ça. Parce qu'en fait, on a humainement des intuitions. Des fois, on se dit, tiens, je sens cette personne, ou je sens pas cette personne. Et à ce moment-là, on quitte, parce qu'on a la possibilité de quitter. Merci, je te remercie. Tu m'as fait perdre 1 euro. Tu m'as fait gagner 1 euro. Mais on repart quand même avec un sentiment d'être plus léger et d'être beaucoup plus dans l'esprit de rencontrer des gens. Et donc, dans tous les cas, on a gagné, en fait. On met un pied dans le monde de l'entreprise, peu à peu, là, dans cette conversation. Toi, justement, les entreprises, tu les fréquentes, tu les observes, tu les aides à créer ces moments, à créer ces liens, à trouver ces bons prétextes pour que les gens rentrent en relation.
À quoi tu reconnais un dirigeant qui est vraiment convivial? Pas celui qui fait de la convivialité, tu vois, mais quelqu'un qui est vraiment convivial. C'est quoi sa différence visible, concrète, ou sa façon d'être avec les autres? Les signes extérieurs de convivialité d'un dirigeant? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y en a? Je ne m'étais pas posé la question, mais le premier truc qui me vient, c'est est-ce qu'il va parler de la même façon aux différents collaborateurs, quel que soit leur statut? Est-ce qu'il va avoir la même simplicité? Parce que je crois que la simplicité est un réel ingrédient de la convivialité. Est-ce qu'il va avoir cette même simplicité? Est-ce qu'il va laisser vivre des moments inutiles, des moments, alors on appelle ça des moments informels? Est-ce qu'il va les laisser vivre? Est-ce qu'il va les laisser exister? Est-ce qu'il va même les provoquer ou les faire émerger? Ça, c'est pour moi les deux premiers signes, parce que le dirigeant n'a pas à être la personne la plus conviviale de la boîte, mais par contre, ce sont des gens qui laissent la possibilité du lien, de la convivialité, de la chaleur humaine, et de remettre de l'humain. Moi, c'est vraiment ça ma définition de la convivialité, c'est remettre de l'humain là où on est en mode pilote automatique. On fonce droit, on réfléchit pas. Donc comment on arrive à remettre de l'humain, de la chaleur humaine, du sourire là-dedans? Et ben donc le dirigeant, pour moi, c'est celui qui va permettre de créer le cadre qui permet ça, quoi. Et à minima qui ne l'empêche pas. Moi, ce que j'entends, c'est que là, on n'est plus trop dans le contrôle. Hein. Là, il va falloir pouvoir mettre des conditions et puis après laisser advenir. En tout cas, moi, dans mon métier, c'est souvent une discussion que j'ai avec les dirigeants qu'on accompagne. Hein. C'est avoir un besoin de contrôle, mais avoir aussi la réalité en face en disant les choses se passent pas forcément telles qu'on les avait planifiées. C'est ça un peu ce dirigeant convivial. C'est celui qui met les conditions, mais après qui laisse le lien s'établir hors de son contrôle. Oui, c'est un peu ça le dirigeant convivial. C'est quelqu'un qui laisse les choses se faire et qui quand même, parce que je le redis, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc c'est quand même quelqu'un qui enclenche et qui dit tiens, ça serait super que, et qui fasse émerger ces moments-là, quoi. Moi, ce que j'aime aussi et ce qui m'intéresse dans ma discussion avec toi aujourd'hui, c'est que tout ça, ce dont on parle, c'est aussi beaucoup de choses que tu as mis en pratique, que tu as expérimenté, que tu as réussi à faire, sur lequel tu as échoué. Enfin, avec toute ton expérimentation qui part du social bar, mais aussi dans ton agence, dans ton laboratoire, etc. Tu dis les conditions favorables, c'est le rôle du dirigeant de, si c'est pas lui qui les initie, au moins d'y penser et d'être sûr qu'elles existent, de les favoriser. De le mettre à l'agenda. De le mettre à l'agenda. Mais alors, qu'est-ce qui fait concrètement qu'une personne s'engage dans une interaction ou ne s'engage pas? Moi, je crois que tout se joue, enfin pas tout, mais vraiment beaucoup se joue dans les premiers moments. Et donc, il faut penser ces premiers moments-là pour que la personne se sente littéralement accueillie. Pour moi, le critère, c'est qu'à la fin, on nous ait dit « merci pour votre accueil ». Voilà. Si on n'a pas dit « merci pour votre accueil », c'est qu'on n'est pas allé assez loin, dans l'accueil. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à avoir pour moi avec un peu l'authenticité, c'est-à-dire laisser la possibilité aux gens d'être un peu ce qu'ils sont, et de pouvoir aussi sortir du masque professionnel. Donc ce qu'on essaie de créer aussi, c'est des moments où on enlève un peu le masque professionnel et où on devient Marc Jauger, Renaud Seligman, etc., etc. Pas juste le masque pro. Il faut pas forcer. Il faut jamais qu'une personne se sente forcée et le vive comme quelque chose d'obligatoire. Il faut inviter les gens, il faut leur donner envie, mais il faut pas forcer. Ça, c'est l'effet pervers pour moi de la convivialité. C'est quand on a l'impression qu'on doit faire ceci ou qu'on doit faire cela. Et tous ces trucs-là font que on entre ou pas dans une interaction, on se laisse plus ou moins faire. J'imagine donc que c'est ça, en fait,
la responsabilité des agents de convivialité dont tu parlais. C'est ça quand tu dis nous on forme des agents de convivialité? Ouais, c'est exactement ça. C'est des personnes qui arrivent à créer le cadre et les occasions pour créer du lien entre les gens. Et c'est des occasions. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est pas grave. Mais ils créent le cadre et les occasions. En entreprise, ces agents de convivialité peuvent être déjà des collaborateurs de l'entreprise et qui naturellement ont déjà cette envie, cette appétence-là. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on propose, c'est d'identifier ces personnes-là et d'officialiser, de reconnaître un rôle qui est un rôle de créateur de liens. Et du coup, on va leur donner des outils, une formation, et on va les accompagner pour qu'ils puissent rayonner et pour que cette convivialité-là, elle soit un peu contagieuse, quoi. J'ai le souvenir, moi, dans mes expériences professionnelles de ces agents, mais qui étaient agents malgré eux. Tu vois, c'est toujours les gens qui font la petite blague, c'est les gens qui t'écoutent, c'est les gens que tu retrouves dans des moments ou sur des conversations qui sont pas purement le plan marketing de l'année prochaine ou bien le budget freeze de cette année. Mais au-delà de ceux qui sont spontanément des agents, toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a un enjeu, un rôle du dirigeant de l'organiser, de leur faire une place, et tu les formes avec des méthodes. Alors, c'est quoi ces méthodes? Si tu parles du dirigeant, l'idée, c'est que, enfin, ma conviction profonde, c'est que il y a 3 leaderships dans une entreprise. Il y a un leadership qui est leadership opérationnel. Il faut qu'il y ait une personne qui soit un peu la personne qui fait en sorte que chaque chose est faite. Et puis il y a une personne qui est en charge de la vision. Bah souvent c'est le dirigeant, c'est celui qui a le cap. Et puis il y a une troisième personne, et c'est souvent celle qu'on oublie, un troisième leadership qu'on oublie, c'est le leadership relationnel. Qui pense aux anniversaires, qui pense aux petites attentions, qui pense à ceux qu'on ne voit pas, à qui on ne pense pas, les métiers un peu ignorés, etc., etc. Et un dirigeant ne peut pas avoir, ou a rarement ces 3 leaderships-là. Et s'il n'a pas lui-même ce leadership relationnel, ben il faut qu'il identifie des gens qui l'ont, parce que sinon c'est oublié. Et donc l'idée c'est d'arriver à identifier ces personnes-là et justement de les former et de les outiller pour que ça soit le plus efficace possible et le plus naturel possible pour eux aussi. D'accord, donc c'est pas uniquement compter sur quelque chose de spontané qui va émerger parce que Marc, Pierre, Jacqueline ou Sophie a une tendance naturelle à créer du lien, mais c'est de poser officiellement ce rôle-là avec une méthode et avec finalement une incitation à dire ben voilà, ça fait partie de votre rôle et on va vous laisser jouer ce rôle-là. On voit par exemple, bah tiens, on a mis des open space parce qu'on s'est dit que si on brisait les murs, les gens seraient assis côte à côte et forcément les relations automatiquement se créeraient. On sait toi et moi en fait que c'est pas vrai, ou en tout cas que ça marche pas peut-être aussi bien qu'on l'avait imaginé. Ben, justement, pour moi, la preuve de l'open space, c'est un super exemple. C'est la preuve que que l'environnement ne suffit pas et que on est dans une culture qui fait qu'il y a besoin, malheureusement, de fabriquer un petit peu ce lien. Et il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui dise « Marc, je te présente Lucas. Lucas, je te présente Marc. » Il faut qu'il y ait ces personnes-là, en fait. Spontanément et naturellement, aujourd'hui, on n'arrive plus à rentrer en contact naturellement. Et c'est pour ça que nous, on a créé un métier qui s'appelle agent de convivialité. C'est vraiment pour ça. C'est une personne qui fait le pont entre d'autres personnes et qui a la méthode pour le faire le mieux possible. Ce que je disais tout à l'heure, la convivialité, c'est pas performatif. Il suffit pas de le dire pour que ça soit. Il faut vraiment créer les conditions, et ça marche pas tout le temps, parce qu'il y a des gens qui à un moment donné n'ont pas envie parce qu'ils ont leur histoire et c'est pas grave. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais il y a tous les gens qui ont envie et qui n'osent pas. Tous ces gens-là, il faut vraiment leur donner la possibilité de se relier. Alors, il y a sûrement des façons de le faire dans un bar, mais il y a aussi sûrement des façons de le faire dans une entreprise qui sont probablement différents. Et c'est justement avec ton agence, ce que tu apportes à tes clients. Tu peux nous donner 2 ou 3 exemples de pratiques que tu partages et que tu donnes à tes clients pour justement que la réunion du lundi devienne un petit peu autre chose que simplement ce qu'on connaît tous un peu aujourd'hui?
Ouais, bien sûr. Y a un truc par exemple qui marche bien, qu'on avait commencé à faire au Social Bar depuis le jour 1. C'est une tradition un peu qui s'appelle Fêtons ça quand même. Et en fait, on fête les petites looses, les petites ou les grandes looses. Et donc chaque collaborateur est invité à partager sa petite loose de la semaine ou du mois. Et je trouve que c'est pas mal parce que généralement ça amène à pas mal de rigolade. Et derrière ça, symboliquement, ça parle d'autodérision. Et je crois que l'autodérision est un puissant moteur de convivialité. Et d'ailleurs, je pense qu'un dirigeant convivial, un des signes peut-être d'un dirigeant convivial, c'est peut-être un dirigeant qui a le sens de l'autodérision. Ça parle un peu aussi de vulnérabilité, hein, qui est un thème qui est aussi souvent jusqu'à quel point on se découvre, ou en tout cas on accepte de poser un peu sa vulnérabilité avec ses collègues. Exactement. C'est un peu de ça, ça. Ma loose de la semaine, c'était ça. C'est un peu ça que tu racontes. Exactement. Et ça introduit cette idée de vulnérabilité qui est une des manières très fortes de renforcer du lien. Donc une petite pratique là à appliquer, c'est tu l'appelles comment, ma loose de la semaine, ou c'est une compétition, c'est la compète, c'est la loose de la semaine, voilà, meilleure loose de la semaine, la meilleure loose de la semaine, l'élection de la loose de la semaine. Okay. Chacun partage ses looses et puis il y a un petit jury, il y a un jury qui change chaque semaine. D'accord, qui dit bravo Marc, aujourd'hui t'es le loser de la semaine. Symboliquement, d'accord, ok. On buvant de l'eau à sa loose, quoi. On parle beaucoup de liens depuis le début. Je suis pas sociologue, mais j'ai retenu, en tout cas, il y avait une distinction qui pouvait être faite entre des liens forts et des liens faibles. J'ai un peu l'impression, sans que ça soit en minimisant ça, mais que là, on est en train de redonner une vraie valeur aux liens faibles, en fait, à ces petites interactions qui sont pas avec sa famille, avec son réseau proche, dans la profondeur, mais finalement, on est en train de redécouvrir, où tu nous parles du pouvoir de ces liens faibles. C'est exactement ça. Ça a été conceptualisé donc par Granover, et qui a montré, il y a un livre qui s'appelle, je crois, La puissance des liens faibles, à quel point ces liens faibles, qui sont en fait les liens qu'on a, c'est des petits liens qu'on peut avoir avec la boulangère, avec son collègue de travail, avec des gens qu'on croise dans un bar, etc. Pas les liens avec ses meilleurs amis ou avec sa famille, qui sont des liens forts. À quel point ces liens faibles, en fait, sont importants dans notre vie, dans notre santé mentale. Et nous, effectivement, on vient nourrir la possibilité de ce lien faible. C'est pas nous qui allons vous apprendre à parler à votre frère ou à votre sœur. C'est pas notre sujet. Par contre, rentrer en contact avec votre collègue de travail, rentrer en contact, parce que vous faites aussi des formations citoyennes, avec votre boulangère, rentrer en contact avec des inconnus dans la rue, etc. Bah ça, oui, on apprend à ça. On essaie de nourrir cette envie-là, parce que ça change la vie. En fait, on est plus heureux quand on a ces liens faibles là. C'est en fait une façon de d'étendre le lien à des personnes, à des réseaux, d'aller plus loin, d'aller mieux, d'aller plus différent. C'est ça la valeur du lien faible. Je ne saurais le dire autrement. Ce lien faible en entreprise. Hein, parce que c'est vrai qu'en entreprise on passe sa vie en réunion avec des personnes avec qui on monte des projets, avec notre boss, etc. C'est quoi? C'est des moments informels. Ça peut être. On a tendance un petit peu, j'ai l'impression, moi, à les mettre de côté, ou en tout cas à ne pas leur laisser une place à ces moments un peu informels. Eh ben c'est exactement ça. C'est comment redonner ses lettres de noblesse à la machine à café, parce que beaucoup de choses se jouent à la machine à café, et que le télétravail, notamment, a rendu ces moments informels là extrêmement rares. Et je crois qu'en entreprise, on constate le problème. Des problèmes de communication, des problèmes de circulation de l'information, des problèmes de lien, des problèmes du coup d'envie de retourner au bureau, parce qu'on n'a pas créé ce lien, on a désappris à créer ce lien avec ses collègues. Donc il faut recréer ça pour redonner envie d'aller au bureau, et que se rejoue ce cercle vertueux qui est la création de liens. Et grâce à ce lien, l'information circule. Quand il y a un problème, on se serre les coudes. Quand j'ai envie de partir et que j'hésite entre deux entreprises, la mienne et une autre,
je me dis en fait, putain, j'ai pas très envie de quitter mes collègues. Je les aime bien, mes collègues. Et voilà. Et donc toute cette mécanique-là vertueuse, elle part d'un truc, c'est le lien qui unit les gens. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à une discussion, une conversation que j'avais avec Benoît Serre dans un des précédents épisodes. Et il me disait finalement la meilleure définition d'un leader ou d'un dirigeant, c'est celui qui fait que les gens sont contents de venir le matin. C'est ça dont on parle, c'est ça que tu nous dis là. C'est exactement ça. Le rôle du dirigeant, c'est aussi de dire à ses équipes, vous avez le droit de créer ce lien, de prendre un peu de temps pour créer ce lien. C'est OK. Si on prend ça en considération, en fait, ça change la façon dont un chef d'équipe pense ses réunions, ses espaces, ses rituels d'équipe. Ouais, c'est ça. C'est mettre à l'agenda des moments informels, des moments de surprise qui vont remettre de l'humain dans la machine. Ma définition de la convivialité, c'est quand on arrive, c'est notre capacité à transformer des moments ordinaires, des moments qu'on vit en pilote automatique, des moments routiniers, en moments plus humains, plus souriants, plus chaleureux. Pour moi, c'est ça la convivialité, c'est notre capacité à créer ça. Nous, on a fait un test pour une expérimentation pour un hypermarché et qui a vraiment consolidé et affermi notre vision là-dessus. On nous demandait de créer de la convivialité dans un hypermarché, notamment entre les clients d'un hypermarché et les hôtes et les hôtesses de caisse. Et donc, on a notamment designé ce qu'on appelle, nous, un activateur de convivialité. Et on en a fait un très simple. On a mis un panneau au-dessus des hôtes et hôtesses de caisse où il y avait marqué « Je m'appelle devinez mon signe astrologique ». On a juste fait ça. Et on a fait 2 constats. Le premier, c'est que la moitié de la file d'attente a pris prétexte de ce petit panneau pour entrer en relation avec Zora. Et le deuxième, c'est que Zora, à la fin de sa journée, quand on lui a demandé si elle avait passé une bonne journée, elle nous a dit « J'ai passé ma meilleure journée ». Et c'est ça, nous, qu'on pense fondamental. C'est ça notre conviction, c'est qu'en fait, la convivialité peut transformer l'expérience métier et l'expérience client en même temps. Alors on l'entend là en t'écoutant, agent de convivialité, c'est un métier finalement, c'est une fonction dans l'entreprise, avec des formations, avec des méthodes, mais si on voulait aller encore plus loin, comment on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Eh ben j'ai un projet justement. Mon projet c'est d'arriver à ancrer la convivialité dans un quotidien d'entreprise. Que ça devienne une culture. On peut pas former tout le monde dans une entreprise, c'est pas possible. Et il y a pas besoin, en fait, parce que ce qu'on sait maintenant, et plusieurs théories le montrent, c'est qu'il y a besoin que de 10% des gens mobilisés pour changer un système. Donc c'est d'arriver à identifier un peu les 10% dans l'entreprise qui ont déjà cette appétence pour la convivialité et qui sont en général les 10% où quand ils sont là, ça se voit, et quand ils sont pas là, ça se voit aussi, il manque. Il y a avec eux et sans eux. Et d'arriver à identifier ces gens-là, que j'appelle moi là aujourd'hui des change makers un peu relationnels, quoi, des leaders relationnels, de les former, les outiller, de créer un peu une communauté, et que cette communauté-là rayonne sur l'ensemble de l'écosystème entreprise. Donc c'est vraiment comme on arrive à avoir une approche systémique, là où jusqu'à présent, on avait une approche qui était plus ponctuelle, locale. Et donc c'est ça sur lequel on travaille là avec des entreprises pilotes. Mon envie, c'est que demain, il y ait une partie du temps de certains employés, notamment que l'intelligence artificielle aura libéré, et qui soit occupé à créer ce lien. Que ce soit ça sa mission. Pas être un happiness manager, parce que ça ne marche pas, parce que c'est pas la mission de l'entreprise de créer du bonheur. Donc donnons des responsabilités aux gens qui ont envie de le faire, et du coup donnons-leur une reconnaissance par rapport à ça, que parfois ils n'ont pas, et accompagnons ça, accompagnons ce mouvement-là. Et moi je crois beaucoup à cette approche systémique-là. Ce dont on parle depuis le début, c'est quelque chose qui a été étudié, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, dont les tiennes, avec ton laboratoire et ta R&D. En fait, ce que je veux dire, c'est que
on n'est pas du tout dans la naïveté ou dans l'idéalisme, mais on est dans du concret, on est dans quelque chose qui marche et quelque chose qui est au service de la performance de l'entreprise. Alors ça devrait rassurer beaucoup d'entre nous, beaucoup de, de dirigeants qui nous écoutent. Bonne nouvelle, oui, on peut être convivial et performant à la fois. Et ça, tu le confirmes, bien sûr. Pour moi, c'est une évidence, en fait. Il suffit de penser à la question de la fidélisation, qui est un enjeu énorme dans les entreprises aujourd'hui. Si on a un collaborateur qui est sur le départ, et par exemple un collaborateur qu'on a envie de garder, évidemment qu'il aura moins envie de partir s'il aura créé un lien fort avec ses collègues. S'il n'a pas créé de lien avec ses collègues, il va juste regarder salaire, des choses comme ça, et il partira probablement ailleurs. Et ce coût-là, évidemment, il est énorme. Le coût de l'engagement, la nature du lien qu'on a créé, la force du lien qu'on a créé, a un rôle énorme. Voilà. Et donc, c'est évidemment au service de la performance, et peut-être au-delà de la performance, de la robustesse, parce que beaucoup de travaux montrent que quand tu es face à une crise, et des crises, on en vit et on va en vivre, ce qui fait qu'une entreprise et une organisation survit, c'est la nature, la qualité du lien qu'il y a eu entre les membres de cette entreprise. Et du coup, ça se prépare, parce que c'est pas du jour au lendemain, quand il y a la crise, que ce lien jaillit naturellement. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, la qualité des relations humaines, c'est probablement le premier prédicteur de la performance collective, quoi. C'est merveilleusement dit et bien mieux dit que je viens de le dire, je crois. Oui. Mais c'est de ça dont on parle. Et j'aime bien aussi le point que tu abordes, c'est qu'en disant, en fait, les hauts, les bas, les tempêtes, les incertitudes, l'ambiguïté, qui font de plus en plus partie du quotidien dans les entreprises, c'est supporté, c'est porté, c'est renforcé beaucoup plus par les liens qui peuvent être établis que, encore une fois, par l'expertise individuelle ou l'expertise métier. Pour terminer la conversation, je peux pas passer à côté d'un argument, ou en tout cas, il y a une partie de moi qui avait envie de te challenger un peu sur quelque chose qu'on pourrait entendre. Et du coup, la question, c'est comment on maintient l'exigence dans un environnement convivial? En fait, est-ce que la convivialité dont on parle depuis le début, elle peut pas devenir un anesthésiant? En fait, finalement, est-ce qu'elle peut pas rendre les gens tellement à l'aise ensemble qu'ils cessent de se challenger? Moi, déjà, je pense que le premier challenge, il est un peu vis-à-vis de soi. Il n'est pas vis-à-vis de son collègue avec qui on monte des projets ensemble. Moi, c'est pas ma vision de l'entreprise. Donc, comment on réconcilie convivialité et exigence? Alors, je vais répondre vraiment par un truisme, en étant exigeant. En fait, on peut être et convivial et exigeant. On peut ne pas être très carré sur ce qu'on produit, sur ce qu'on fait, et s'autoriser des plages informelles. Et la convivialité est une affaire sérieuse. Si je te posais la question, c'est parce qu'il y a un dilemme qui ressort souvent avec les dirigeants qu'on accompagne, c'est cette tension forte entre exigence et bienveillance. C'est un classique dans le coaching, c'est souvent des notions qui ont beaucoup de mal à être gérées à la fois. Comment je peux être à la fois bienveillant en gardant cette exigence? Ce que j'entends, moi, et qui me plaît bien dans ce que tu viens de me dire, c'est que faisons de la convivialité quelque chose de très sérieux, de très exigeant. Ouais, nous, avec mon associé, on a trouvé un terme, c'est la biengnoriance, qu'on distingue de la bienveillance. On peut se dire des choses, pour le coup, du vrai humain surgit quand on se dit des choses et quand on a une relation sincère avec les gens. Et donc pour moi, elle est pas du tout contradictoire avec la convivialité, elle va avec. Je dois t'avouer que je me sens super apaisé, Renaud, au moment où on va devoir terminer cette conversation. C'est le moment de l'épisode où, traditionnellement, je reprends notre conversation et j'essaye de reprendre un peu ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. C'est une façon forcément subjective de reprendre toutes tes idées sur la convivialité, tes expériences, ton expertise, telle que je l'ai reçue durant notre entretien, mais aussi ma façon de te remercier pour notre échange passionnant. Et ce que j'ai réalisé, en fait, en t'écoutant,
c'est que tu réconcilies deux parts de moi-même qui sont souvent en tension. Alors, il y a le Marc idéaliste, celui qui croit profondément que la convivialité n'est pas un nice to have, pas un outil de management, mais quelque chose qui est inscrit dans l'ADN même des relations humaines, quelque chose d'antérieur, en fait, finalement, à toute organisation, à tout organigramme. Et puis, il y a aussi le Marc intègre, celui pour qui on ne devrait jamais mettre en place ce qu'on n'a pas soi-même traversé, testé, éprouvé. Le Marc qui se méfie des concepts un peu trop beaux, trop lisses, trop marketés. Ce que notre conversation m'a offert aujourd'hui, c'est la démonstration vivante et concrète que ces deux postures ne s'opposent pas, en fait. Qu'on peut porter une conviction profonde sur la convivialité et l'incarner avec rigueur et avec la justesse de ceux qui ont essayé, de ceux qui la font. Parce que t'es pas arrivé avec une théorie, t'es arrivé avec une expérience, avec des contextes précis, des échecs peut-être, des ajustements en tout cas. Je comprends que la convivialité, la vraie, c'est celle dont on a parlé et c'est celle qui résiste à la mise en scène, celle qui existe encore quand la réunion du lundi est terminée par exemple. Et c'est précisément parce qu'elle est fragile, exigeante et parfois inconfortable qu'elle vaut la peine d'être défendue. Merci pour tes mots, Marc. Vraiment, ça me touche et c'est très juste, je trouve. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.